C'est parti. Très bien. Bonjour à tous. Donc, voilà, j'étais en train de présenter Pacte Conseil en disant que nous étions un cabinet de conseil en management social. On aide les entreprises à mettre du social dans le moteur. Et moi, au sein de Pacte Conseil, je m'occupe en particulier de tout ce qui concerne, je dirais, les évolutions psychosociologiques. Euh, je m'intéresse aux évolutions aussi sociologiques tout court, et en particulier dans ces évolutions sociologiques, j'aborde des thèmes comme les relations intergénérationnelles, l'intégration des relations voilà, dans les équipes, la question effectivement de l'absentéisme, qui est un thème sur lequel j'interviens depuis pas mal de temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à échéance régulière, on fait des webinaires sur le sujet. Je rentre directement dans le vif du sujet. Voilà ce que je vous propose pour cette demi-heure. Au menu, on va parler d'abord de la question de l'absentéisme chronique. C'est un problème. Pourquoi? Ça nous permettra de caler les enjeux et de les partager. Vous me direz si vous partagez ces enjeux-là. On évoquera ensuite la question des différents profils d'absents chroniques. Et en l'occurrence, c'est une des choses importantes, c'est qu'en fait, il n'y a pas, je dirais, un seul profil. Tant que vous n'avez pas, je dirais, identifié les différents profils, vous aurez effectivement du mal à savoir comment intervenir et comment agir, hein, sur ces profils. Et donc, naturellement, le troisième thème, c'est comment intervenir pour chacun de ces profils. OK. Et puis, j'évoquerai quand même quelques dispositions générales, et en particulier, j'évoquerai très légèrement, je ne suis pas juriste, je dirais des notions réglementaires, hein, pour gérer des situations justement d'abus évidents, de problématiques complexes. Voilà, on verra comment on peut traiter certains cas particuliers. Il y a quand même des choses dont je ne parlerai pas. Là, je ne parle pas d'absence maladie ponctuelle dont vous connaissez l'origine. Je ne parle pas non plus d'absence longue, ou même parfois d'absence chronique, où on sait qu'à l'origine de ça, il y a une maladie, parce que la personne a besoin effectivement de soins réguliers. Donc évidemment, on va l'écarter, hein. On va parler d'autres types d'absences, vous verrez lesquelles tout à l'heure. Le dernier point, on se donnera un petit peu de temps pour les questions-réponses, hein, et je m'efforcerai de répondre au maximum de questions, mais vous avez la possibilité évidemment de me joindre autrement, directement sur mon site internet, ou bien en m'écrivant. Voilà. Bien, alors, commençons par le vif du sujet. En fait, la question du pourquoi, elle est assez simple. Alors, j'utilise généralement ce schéma-là pour faire comprendre en quelque sorte quel va être le système dans lequel on rentre à partir du moment où on laisse s'installer des absences chroniques. L'absentéisme a pour effet d'entraîner une surcharge des présents. En général, on ne remplace pas des absences courtes ou très courtes. Et là, l'absence chronique, justement, nous met un peu le dos au mur, hein. Il va falloir faire face, malgré l'absence de quelques-uns, et à des moments ponctuels comme ça. Donc, c'est le premier effet. Alors, généralement, au début, en particulier si effectivement il y a un bon collectif et si le collectif est assez solidaire, je pense que les gens vont essayer de se soutenir. Mais assez vite, la solidarité va baisser, parce que et c'est assez fréquent, vous devez le rencontrer d'ailleurs assez souvent, c'est que les gens effectivement finissent par commencer effectivement à avoir des remarques sur les absents, commencent effectivement à peiner sur leur charge de travail, et donc voilà, il y a un stress qui peut s'installer derrière ça. Évidemment, cette baisse de solidarité est aussi accompagnée d'une démotivation des présents, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'en faire plus que les autres, et pour autant pas être reconnus. Et cette démotivation, voilà, elle entraîne aussi de la tension sociale. Alors, tension au sein de l'équipe, mais voire même au-delà, parce que j'ai vu effectivement des entreprises dans lesquelles il y avait beaucoup d'absentéisme, qui avaient tendance effectivement à être plus, je dirais, sujettes à des conflits, à des tensions entre les collaborateurs, et même avec les représentants du personnel.
Et l'aboutissement de cette situation, c'est qu'on est dans un climat social qui globalement va être dégradé. Alors, voilà. On est donc dans une espèce de spirale, en quelque sorte, hein, si on ne travaille pas sur cet absentéisme chronique. Parce qu'on sait bien effectivement que les absences longues et les absences voilà, qui sont programmées, entre guillemets, enfin, en tous les cas, dont on peut connaître en quelque sorte la durée, on arrive en général à bien les remplacer. Alors, le problème, c'est que donc, vous voyez que ne pas intervenir sur le sujet, ça entraîne un sentiment d'iniquité de la part du collectif, donc c'est nécessaire d'intervenir. Le risque d'intervenir peut aussi développer auprès de ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire les absents chroniques, un sentiment de discrimination. Donc, on est un peu, si vous voulez, sur le fil du rasoir. C'est toute la difficulté de ce type d'intervention. L'autre problème qu'il y a face à cette situation, c'est que généralement, pour traiter ce type d'absence, les managers ne sont pas aidés ou peu aidés. Sous-entendu, en fait, bon, d'abord, comme on peut difficilement remplacer des absences courtes, même si voilà, elles sont chroniques, on ne peut pas les prévoir. Et donc, pour le coup, le manager a rarement le soutien de la RH, qui n'a pas quelqu'un sous la main pour pouvoir effectivement pallier cette absence. Et puis, par ailleurs, si vous voulez, la direction, elle se dit que, je dirais, un absent de temps en temps, on ne va pas se concentrer, si vous voulez, sur des cas particuliers. Donc, c'est généralement, il y a un effet d'abandon, si vous voulez, du manager sur ce sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'absentéisme, ce type d'absentéisme peut s'installer. Et quand il s'installe durablement, là, on rentre dans une culture, si vous voulez, de l'absence. C'est-à-dire qu'au-delà je dirais, de l'agacement des présents sur quelques absences ponctuelles, quand c'est une espèce d'habitude qui s'est installée, les présents vont finir effectivement par penser que finalement c'est pas grave de s'absenter puisque le manager fait rien ou il peut rien faire et qu'au bout du compte, moi aussi j'ai besoin de respirer. Voilà. Donc en fait, on a vraiment un effet d'absence chronique très fort sur un autre effet hein, qui va être l'absence des présents, enfin, des gens qui sont habituellement présents. Donc voilà sur les enjeux. Bon, je pense que vous êtes vous devez partager ce genre de situation. Alors maintenant, on va essayer de comprendre effectivement ce qu'il peut y avoir derrière les absences chroniques. Et en l'occurrence, je vous propose effectivement d'identifier 4 profils différents. Je les ai repérés alors assez naturellement, si vous voulez, en fonction de 2 axes. L'axe de la motivation et l'axe du caractère loyal du collaborateur ou pas. Le premier cas de figure qu'on analysera dans le détail, c'est le ou la salarié déboussolé et qui... alors je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas le son, je ne sais pas très bien pourquoi, et je ne sais pas si l'équipe technique peut intervenir. Bon. Je n'ai pas tellement de réponses par rapport à ça. Enfin, j'espère que ce n'est pas le cas de la majorité. Espérons que ce soit un cas isolé. Voilà, je continue. Alors, bon, le son fonctionne, me dit quelqu'un d'autre. Ok, merci pour les autres d'avoir réagi. J'espère que vous allez trouver la solution. Donc, premier cas, c'est effectivement la personne déboussolée. C'est quelqu'un effectivement qui est peut-être en perte de repère et on va le voir qui a besoin, je dirais, peut-être de souffler dans certaines situations, qui rencontre des problèmes personnels ou professionnels à un moment donné. Donc, l'absence va être, et l'absence, je dirais, perlée peut être une solution à un moment donné. Deuxième cas qu'on abordera plus dans le détail, alors c'est l'insouciant. Là, on est plus face à quelqu'un qui considère sa présence comme, je dirais, optionnelle presque à la limite et qui se dit bon bah si je suis pas là c'est pas grave. D'ailleurs si je suis pas là je suis pas payé donc pour le coup il y a que moi qui en pâtit. En l'occurrence voilà il y a une perte de conscience de sa part de la nécessité de sa présence au-delà de l'importance de sa présence. Le troisième cas de figure, alors lui, il commence à être vraiment déloyal, il est plutôt désinvolte, sa vie personnelle passe avant sa vie professionnelle, clairement, et donc il va s'arranger avec le système pour, je dirais,
bah, voilà, au moment qui lui convient, pouvoir effectivement disposer de temps. Le temps est plus important que l'argent pour lui, et donc c'est un peu difficile des fois effectivement de gérer sa présence. Et puis le dernier, un cas là aussi qui peut être assez difficile, c'est quelqu'un qui est en réaction par rapport à l'entreprise ou en réaction par rapport à d'autres, enfin à son management, et qui finalement va en quelque sorte faire payer à l'organisation les choses en s'absentant à des moments justement qui sont extrêmement comment dire, importants dans l'organisation, et pour le coup qui va pénaliser l'entreprise à travers ces absences. Voilà. Alors, ils ne sont pas nécessairement classés par ordre d'importance, mais enfin, vous en aurez peut-être plus des déboussolés que des insouciants, et plus d'insouciants que de rebelles, ça dépend des organisations. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que, alors évidemment, on peut supposer que dans le lot, il y a des tricheurs, en quelque sorte, c'est ce qu'on va tout de suite en parler. En même temps, il faut éviter que l'arbre cache la forêt. Alors, je rappelle une statistique qui avait été publiée par la CNAM. En fait, les médecins contrôleurs de la CNAM considèrent que sur l'ensemble des contrôles, il n'y a que 5%, pardon, il n'y a que 15%, si vous voulez, des contrôles qui s'avèrent être négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens trichent par rapport au système. Alors, ça veut dire en gros, si vous voulez, 15% sur un absentéisme de 5%. Imaginons que vous ayez 5% d'absentéisme chez vous. Ça voudrait dire que si vous voulez, 0,75% de la totalité de votre effectif est dans un système de tricherie ou par rapport, je dirais, à l'absence. Et là, pour le coup, ça va concrètement amener à dire, c'est vrai que c'est important de le traiter pour des raisons qui sont plus des raisons effectivement d'inéquité, des raisons sociales, mais en même temps, si vous voulez, ça représente qu'une faible part, hein, en général, bien en général, une faible part, si vous voulez, de l'ensemble du personnel. Généralement, évidemment, je l'espère pour vous, le personnel est loyal, il est engagé, et donc on est assez peu dans cette situation. Donc l'arbre peut cacher la forêt, il faut juste se méfier, hein, par rapport à ça. Alors, j'avance. On va regarder. Alors, le cas du déboussolé, il peut y avoir deux raisons de cette situation. C'est que quelqu'un qui est globalement plutôt loyal et plutôt motivé, pour moi, ses absences sont plus fréquentes que dans le passé. C'est-à-dire qu'il commence à s'absenter. Généralement, c'est plutôt de la courte durée, du micro-absentéisme. Et là, on peut avoir une phase personnelle ou une phase professionnelle difficile qui explique ça. Et si c'est une phase professionnelle, ça peut être des problèmes d'ambiance, de travail, des problèmes de stress, des problèmes d'inquiétude sur l'avenir, voilà, et j'en passe. Donc on est vraiment, si vous voulez, surtout sur, je dirais, des risques psychosociaux en interne, mais ça peut être bien sûr des problèmes personnels, ça peut être une situation personnelle dégradée, hein, qui va faire que la personne, effectivement, a du mal à être dedans, quoi, au sens professionnel du terme. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, bien sûr, il faut toujours rencontrer des gens qui sont dans des passes difficiles. Et souvent, on remarque ça déjà à travers les absences, mais à travers d'autres choses, à travers leur comportement au travail, à travers leur comportement en général. Donc, les rencontrer pour comprendre, c'est un élément effectivement fondamental. Essayer de détecter ce qui peut être à l'origine, hein, et en particulier, est-ce que c'est professionnel ou personnel. Là aussi, si on arrive à repérer avec la personne ce qui peut être à l'origine de ça, bah, l'idée c'est d'identifier un plan d'action, trouver des solutions, et si possible des solutions d'organisation comment dire, en termes de... excusez-moi, je vois qu'il y a un message sur un problème de qualité. Là aussi, j'espère que ça c'est isolé. Mais je suis désolé, apparemment tout le monde a l'air d'entendre correctement. Donc voilà, deuxième action possible, hein, élaborer un plan d'action et trouver des solutions d'organisation qui soit vont lui permettre, je dirais, d'éviter les situations de stress qu'elle rencontre, soit, si c'est un sujet d'ordre personnel, vont lui permettre effectivement de gérer sa situation personnelle de manière momentanée. Et puis, alors, si l'origine est personnelle, justement, pourquoi pas envisager des mesures possibles d'aménagement de son poste ou de ses horaires de travail, hein, qui pourraient lui éviter ou lui faciliter les choses, quoi. Là, sur ce premier profil,
tout ce que vous ferez, même s'il faut que ça reste équitable vis-à-vis de vos autres collaborateurs, aura quand même effectivement, enfin, restera en mémoire de votre, de cette personne et pourra être effectivement pour elle vraiment une vraie marque de considération. Alors bien sûr, toujours suivre à échéance régulière, hein, cette personne pour voir si les choses pour elle s'arrangent et si les conditions qu'on lui propose répondent à son problème. Deuxième cas, alors là, on est face à quelqu'un qui a une faible conscience de l'importance de sa présence, quelqu'un qui s'absente plutôt par confort, mais enfin sans mauvais esprit, quoi. C'est pas, je cherche pas à tricher, je cherche pas, voilà. Euh, Ces absences sont parfois justifiées, c'est à ça qu'on va remarquer les choses. C'est plutôt des absences très courtes, une journée par-ci, une journée par-là. Hein, c'est parce que j'ai un peu de mal à me lever le matin, c'est parfois j'ai un truc à faire, et c'est plus important. Donc un manque de conscience des conséquences de ces absences, c'est évident. Et là, tant que les règles ne lui sont pas rappelées, bah voilà, c'est quelqu'un qui se conforme à l'idée ou qui se conforme dans l'idée que s'absenter, c'est pas très grave, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut lui faire prendre conscience des conséquences de ces absences au niveau de l'activité, au niveau de ses collègues, pour débanaliser franchement la situation. Des fois, les gens ne comprennent pas que quand ils ne sont pas là, il y a plein de choses qui ne peuvent pas se faire, que les clients ne sont pas servis, que le travail n'avance pas, que leurs collègues sont en difficulté. Voilà, donc simplement, ce côté pédagogique, et en particulier pour les plus jeunes, est souvent très important. Le deuxième temps, faire respecter à la lettre les règles de prévenance. C'est-à-dire qu'en fait, délai d'envoi de l'arrêt de travail, montrer sa vigilance permanente sur ces phénomènes de prévenance, d'information, si vous voulez, du manager. Et il faut que ce soit le manager qui gère ces informations-là. Hein. Ce n'est pas la RH, parce que si le manager est court-circuité, c'est clair effectivement que sa visibilité dans la gestion de la situation est beaucoup plus difficile. Euh, et puis enfin, lui renvoyer de la reconnaissance si ses efforts sont en progrès. Mais ça veut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire sanctionner si manifestement, si vous voulez, on continue à avoir des absences injustifiées et si voilà, on ne respecte pas et les délais de prévenance ou les délais d'envoi de l'arrêt de travail. Troisième profil, alors le désinvolte, quelqu'un qui est plutôt, je dirais, qui s'affranchit de toute loyauté envers l'entreprise et envers ses collègues aussi. Donc sa valeur présence est très faible, c'est quelqu'un qui subordonne plutôt sa vie professionnelle à sa vie personnelle. Le système de gestion des absences a l'air de lui être favorable, ça lui permet un certain nombre de déviances des fois. Donc là aussi, on est peut-être un petit peu trop lâche sur certaines gestions d'absence. Et c'est quelqu'un qui se sent à l'abri de toute sanction souvent. Donc voilà, à partir du moment où il ou elle amène un arrêt de travail, voilà, c'est quelqu'un qui se sent effectivement tout à fait protégé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est sûrement un cas difficile, peut-être le plus difficile des cas d'ailleurs. D'abord, c'est là aussi faire respecter à la lettre les règles de gestion, c'est-à-dire montrer que l'organisation est très vigilante hein, sur l'importance de la présence. Okay. Deuxième chose, évidemment, en cas de suspicion d'abus, mettre en place, si possible, une contre-visite médicale. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous le font et que ça ne donne pas beaucoup de résultats. Alors, d'abord parce que dans 80% des cas, si vous voulez, on arrive à obtenir, je dirais, une justification de l'absence. Et puis parce que finalement, voilà, les gens s'organisent autour de ces contre-visites, donc on n'a pas tellement de pouvoir d'action. Cela étant dit, si vous voulez, ça montre quand même qu'on ne laisse pas faire et ça permet d'envoyer un message assez clair, si vous voulez, à la personne, mais aussi à ses collègues, si on fait savoir que voilà, on n'est pas dans le laisser-faire, et en particulier que on ne veut pas que les gens profitent en quelque sorte d'un système. Dernière chose à faire, voilà, lui faire prendre conscience des conséquences de ses absences en lui expliquant ce qui s'est passé et comment on s'est organisé en son absence. Là aussi, je pense qu'il faut, alors, on n'est pas au point de la culpabilisation, mais on est parfois à un niveau de perte de conscience totale, si vous voulez, de l'importance du travail. Et il y a un vrai travail, si vous voulez, pédagogique à faire sur cette population-là. Cela étant dit, souvent, ça ne paye pas.
C'est-à-dire que les gens, effectivement, s'affranchissent totalement de toute loyauté vis-à-vis de l'entreprise et des collègues. Et on verra qu'il faut peut-être passer à la vitesse supérieure, soit parce qu'on va avoir des entretiens avec un niveau hiérarchique de plus haut niveau, soit parce qu'on va mener, je dirais, une action, alors dans la mesure où la personne, où c'est possible, une action qui nous permettra éventuellement de sanctionner ou de licencier la personne en question. Je le verrai un petit peu dans les actions transversales tout à l'heure. Dernier cas de figure, non, dernière action. Alors, dans la mesure de la situation, si la situation ne s'arrange pas, voilà, organiser un suivi plus précis, c'est de ça dont je vais parler après. Dernier cas de figure, c'est le ou la rebelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est en rupture avec l'institution, dans une logique effectivement où elle va être plutôt dans une logique de vengeance. Alors, son profil, c'est quelqu'un qui a rompu le contrat moral avec l'entreprise ou certains de ses représentants, donc avec le management assez souvent. C'est quelqu'un dont l'origine de la rancœur peut être, alors je vous en liste un certain nombre, mais ça peut être un sentiment de trahison, un sentiment d'iniquité, un sentiment de discrimination, une incompatibilité relationnelle, enfin voilà, tout un tas de choses. C'est souvent des sentiments, hein, c'est pas toujours de la réalité. Les gens se sentent trahis, floués, ils n'ont pas eu l'augmentation qu'ils attendaient, ils n'ont pas eu la promotion qu'ils attendaient, et pour le coup, si vous voulez, derrière, ils ont vraiment un sentiment d'avoir été mis à l'écart, d'être discriminés, et par conséquent, voilà, ils vont réagir de façon, à travers l'absence en particulier. Alors, évidemment, il faut comprendre l'origine du problème. Ce n'est pas la même chose si quelqu'un quelqu'un est dans une incompatibilité relationnelle avec une autre personne, avec son manager, ou si c'est quelqu'un qui se sent, je dirais, discriminé, ou si c'est quelqu'un qui a une amertume par rapport à une augmentation qu'il n'a pas eue ou une promotion qu'il n'a pas eue. Hein. Donc, on ne travaillera évidemment pas tout à fait de la même façon. D'accord ? Cela étant dit, là, il va falloir parler franchement. C'est-à-dire qu'en général, comme la personne est rentrée dans une rupture morale, elle est totalement repliée sur elle-même et elle est effectivement en rupture de communication avec ses interlocuteurs. Donc souvent, il faut faire un effort particulier. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le manager qui peut le faire directement, pour parler, si vous voulez, je dirais, non plus de salarié à manager ou de salarié à RH, mais vraiment de personne à personne. Rentrer à un niveau qui va être beaucoup plus personnel, voilà, que professionnel. Et dans cette conversation, essayez de mettre en évidence, si vous voulez, en quoi cette situation n'est pas tenable. Alors, pas tenable pour l'entreprise, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, supporter en quelque sorte quelqu'un qui va à chaque fois vous mettre une absence pour sanctionner le fait qu'elle n'est pas contente pour une raison ou pour une autre, mais pas tenable aussi pour elle, parce qu'en fait, c'est très stressant d'être dans la vengeance et dans une opération, je dirais, de rébellion permanente. Alors, si possible, et si on arrive à identifier, à mettre le doigt sur là où ça fait mal, et en l'occurrence, et qu'on arrive effectivement à en parler, et je dirais on va dire crever l'abcès s'il faut, là, je pense qu'on peut avancer. Ça ne veut pas dire qu'on va lui trouver des solutions, ça ne veut pas dire qu'on va la promouvoir, ça ne veut pas dire qu'on va l'augmenter, ça ne veut pas dire qu'on va régler totalement le problème relationnel, mais en tous les cas, le simple fait de l'avoir identifié, et le simple fait de le reconnaître, va quand même nous permettre d'avancer sur le sujet. Voilà. Voilà, une fois qu'on a bien travaillé sur ce sujet, il faut convenir d'un plan de progrès partagé. C'est relationnellement compliqué, si vous voulez, de rentrer en contact avec quelqu'un qui est dans une rébellion comme ça. C'est par contre pas nécessairement plus compliqué, si vous voulez, qu'avec quelqu'un qui est dans la déloyauté totale. Alors, au-delà de ça, et dans la mesure où aucune de ces démarches, je dirais, relationnelles fonctionne, il y a parfois effectivement d'autres dispositions. Alors, je les cite, mais je vous invite, soit dans la mesure où vous avez eu l'occasion de connaître ce livre, enfin mon ouvrage qui s'appelle L'absentéisme, comprendre et agir, à aller voir dans les annexes, parce que dans les annexes, il y a un certain nombre de pages qui sont consacrées justement à la dimension juridique du problème
de l'absentéisme. Si jamais, effectivement, vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer des extraits de ces annexes. Alors, je vais peut-être prendre les choses un peu dans le désordre, mais c'est pas très, enfin, c'est pas très grave, tout dépend. La première, enfin, l'autre disposition possible en matière, si vous voulez, générale en matière j'ai peut-être un peu vite, il me manque une page là. Attendez. Oui, j'ai peut-être été un peu vite. Je vais revenir, alors je reviendrai sur cette page-là après. Ah bah si, c'est à la fin, excusez-moi. La première chose qui est importante, effectivement, quand même, dans le dispositif, c'est, comment dire, que les équipes soient quand même impliquées et concernées dans l'organisation du travail face à des absences chroniques. Alors, évidemment, on ne peut pas dire, voilà, votre collègue est tout le temps absent, votre collègue triche, etc. Mais la question est quand même à poser à l'organisation pour qu'il n'y ait pas une espèce de rancœur enfin, avec des gens qui se replient sur eux-mêmes, en disant, OK, comment on va s'organiser face à cette situation, effectivement, d'absence chronique? Comment on va pallier ces absences ponctuelles? Voilà, c'est une vraie question, hein, quitte à voilà, ouvrir un débat de façon à ce qu'on ne mette pas les gens, hein, en quelque sorte devant le fait accompli, et on n'ait pas l'impression que, même si voilà, ils vont peut-être avoir l'impression qu'ils vont devoir porter cette charge, le fait d'en discuter et de partager et surtout de participer à une solution va quand même pouvoir être utile. Deuxième chose importante, sanctionner toute faute comportementale anormale. Hein, toute faute, comportement anormal. Donc là, bon, évidemment, les violations d'une obligation incombant le salarié malade, faute pour retard, faute pour non-justification d'absence, etc. Alors vous verrez, je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous verrez, si vous le souhaitez, dans les annexes du livre, qu'il y a un certain nombre de motifs. Hein. Bien sûr, on ne peut pas licencier directement parce que la personne n'a pas envoyé son arrêt de travail, mais en tous les cas, on peut sanctionner et éventuellement, effectivement, monter un vrai dossier. On peut bien sûr, et c'est souvent lié, la déloyauté en termes de présence a aussi souvent est accompagnée d'insuffisance professionnelle. Donc là aussi, c'est pas la peine effectivement de garder quelqu'un qui non seulement va être absent, mais en plus de ça, si vous voulez, ne va pas contribuer au collectif. Et puis enfin, il y a une disposition qui permet de licencier, alors non pas à cause de l'état de santé du salarié, mais parce que soit le fonctionnement de l'entreprise est perturbé. Alors là, on ne peut pas le faire n'importe comment, hein, il faut vraiment que la présence du salarié soit indispensable au fonctionnement, et en l'occurrence, pour donner aussi quelques notions importantes que le juriste qui a rédigé ces pages nous donne, c'est généralement des entreprises de petite taille, parce qu'il y a un effet de désorganisation plus fort sur ce type d'entreprise. C'est souvent sur des fonctions qui sont importantes pour l'entreprise, ou des secteurs d'activité qui ne peuvent pas se passer de certaines compétences. D'accord. Voilà, il faut vraiment que le remplacement, d'ailleurs, soit définitif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a licencié quelqu'un parce qu'il était fréquemment absent, c'est évidemment qu'on a besoin effectivement d'un titulaire sur ce poste. Et donc, derrière, il faut automatiquement remplacer. L'inaptitude constatée par le médecin du travail, un certain nombre de cas, si vous voulez, où manifestement les gens ne peuvent plus travailler dans ces conditions, et pour le coup, bien entendu, il va falloir aller jusqu'à l'inaptitude. Je ne rentre pas dans la dimension juridique qui est complexe et ce n'est pas nécessairement le sujet. Et enfin, il peut y avoir d'autres motifs que la maladie, je l'ai évoqué, insuffisance professionnelle ou suppression de poste, par exemple. Voilà. Bon, alors là, on est dans des situations extrêmes, évidemment. J'espère que 95% de vos actions seront portées sur la résolution du problème avec l'absent chronique. Bien, alors j'en ai terminé sur ma présentation. J'ai été finalement plus long comme d'habitude. Petite conclusion quand même. Encore une fois, les absents, les abus, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Hein. Si vous avez vraiment de l'absence, il faut aller voir aussi, hein, sur d'autres facteurs que simplement des déloyaux ou autres comportements. Agissez d'abord, dans tous les cas, agissez sur l'absence, parce que sinon vous laissez une culture de la banalisation de l'absence s'installer, et là pour le coup, je pense que c'est très difficile de revenir en arrière. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et enfin, voilà, et puis ça permet d'envoyer un message au présent. Et puis enfin, pensez surtout, parce que c'est ça qui est important, à travailler sur les présents pour développer l'idée de l'importance de leur présence dans leur esprit. C'est ça qui permet de lutter
contre l'absentéisme. C'est pas tant d'éviter les absences, c'est surtout effectivement de favoriser l'envie d'être présent. Voilà. Alors, j'ai des questions et ça tombe bien. Je vais essayer d'y répondre. À partir de quel taux faut-il s'inquiéter d'un absentéisme délétère pour une organisation? C'est très variable. Alors, ça peut, je veux dire, d'abord, il y a un problème démographique sur lequel il faut se pencher. Moi, en ce moment, je travaille pour une organisation dans laquelle il y a des activités où la moyenne d'âge, c'est 50 ans, voire plus. Évidemment, on tombe sur des tranches d'âge ou des personnes qui sont comment dire, touchées par des maladies de plus longue durée. Et donc là, on peut avoir un taux d'absentéisme plus élevé. Mais si on exclut, si vous voulez, et puis si on exclut des phénomènes qui pourraient être phénomènes, comme par exemple le problème des transports ou autres en Ile-de-France, on va dire qu'en moyenne, si vous voulez, l'absentéisme en France, c'est 4,5%. Si vous êtes à 5%, je dirais, il n'y a pas d'alerte a priori. Si vous dépassez ces 5%, on peut commencer à s'interroger, et en particulier, on peut s'interroger à partir de 7%. Là, je pense qu'il faut vraiment effectivement envisager un plan d'action. Alors, est-ce que l'absentéisme n'est pas franco-français? Alors oui, alors peut-être un peu, parce qu'il y a quand même un phénomène particulier. Il y a je dirais, un certain nombre de conditions favorisant parfois l'absence à travers le fait que, voilà, on a non seulement la subrogation, mais en plus, on n'a pas de carence, et en plus, on va avoir un complément de salaire. C'est vrai que dans certaines situations, ces avantages collectifs peuvent, je dirais, banaliser la présence. L'effet générationnel, oui, alors c'est quand je pensais, si vous voulez, au profil des insouciants, je pensais à cela. Moi, j'ai rencontré une entreprise qui est dans le domaine de la distribution, où là, pour le coup, on a franchement un certain nombre de gens qui s'absentaient parce que par un totale insouciance de l'importance de leur présence. Sauf que de temps en temps, il faut ouvrir quand même la boutique. De temps en temps, il faut accueillir les clients, et ça, ils n'en avaient absolument pas conscience. Mais je l'ai rencontré dans d'autres contextes, dans un contexte aussi d'entreprise industrielle, où là, les gens avaient perdu conscience de la nécessité, dans une chaîne de production, d'être présent pour que le produit sorte. OK. Alors, mettre en place des entretiens avec les salariés qui ont un absentéisme répété est-il discriminatoire? Non, pas du tout. Ces entretiens sont des entretiens de management. Il ne s'agit pas effectivement de regarder pourquoi les gens étaient absents. Il s'agit simplement effectivement de voir s'il y a un lien entre leur absence et le contexte de travail. Et d'ailleurs, ça montrerait votre vigilance en matière de prévention des risques psychosociaux, et donc votre volonté effectivement de faire de la prévention à ce niveau-là. Donc ces entretiens, non, ça reste des entretiens tout à fait souhaitables. Alors la question est de savoir, quand on a fait 3 entretiens et que la personne continue d'être absente, qu'est-ce qu'on fait? Mais en l'occurrence, généralement, la mise en place de ces entretiens est payante. J'ai une question. Comment demander à la CGSS de faire un contrôle si l'entreprise ne paye pas d'indemnité d'absence aux salariés? Alors, je reformule pour être sûr de bien avoir compris. Vous ne paieriez pas le complément de salaire, mais par contre, effectivement, la caisse d'assurance maladie paye les indemnités IJSS. Alors, c'est eux qui... Vous pouvez toujours signaler effectivement certaines absences et certaines absences chroniques, mais ils sont leur seul maître. Comme ils sont payeurs, c'est eux qui décident de contrôler. Et c'est eux qui décident de contrôler selon les formes et selon le moment. Je sais qu'ils font des contrôles assez fréquents sur des absences de longue durée. Ce ne sont pas nécessairement pas toujours les moins justifiés. Mais en l'occurrence, si vous voulez... vous pouvez toujours déclarer une situation. Maintenant, rien n'est sûr qu'il fasse un contrôle derrière. Comment développer l'idée de l'importance de la présence des salariés? Quel mode de communication privilégiez-vous? Alors, il y a 2 questions. Je réponds à la première. Les gens qui se sentent importants, regardez, les gens qui se sentent importants dans votre organisation, généralement, sont des gens qui se disent, si je ne viens pas, il y a des tas de choses qui ne vont pas pouvoir se faire. Alors, les managers sont parmi ces populations-là, et on s'aperçoit que leur taux d'absentéisme en moyenne en France est plutôt proche de 2%, 2,5%, ce qui montre, si vous voulez, que là,
On a des gens qui se disent, voilà, il y a des conséquences. Si on veut développer ce sentiment, si vous voulez, des conséquences, il faut vraiment que chacun sache non seulement quelle est sa mission, mais en quoi elle contribue, si vous voulez, à la réussite de l'entreprise, au fonctionnement de l'entreprise, voilà, quelle est l'utilité de chacun et qu'on valorise chacun sur cette utilité. Donc il y a à la fois un travail de définition, mais en même temps, un vrai travail de reconnaissance qu'on ne fait pas suffisamment. Je pense qu'il y a quand même aussi un lien en France entre le manque de reconnaissance en général que je croise dans beaucoup d'entreprises et cet absentéisme, hein. Donc ça, c'est la première chose. Et alors le mode de communication que je privilégie, c'est vraiment une communication de proximité, une communication managériale, une communication chaude, quoi, hein. C'est très important. Alors, comment identifier le type? Il n'y a pas d'autre moyen que de mettre en place des entretiens de retour ou de réaccueil, appelez-les comme vous voulez, où le manager, et de préférence le manager de proximité, pour que ce ne soit pas pris pour une sanction, mais bien comme un entretien managérial, et pas nécessairement immédiatement après l'absence, voilà, rencontre la personne et va avec elle, voilà, lui demander si d'abord comment elle se sent et puis si sa reprise se passe bien et dans la mesure où il y a un lien entre ces absences et le travail, voilà, de vérifier effectivement quelles peuvent être les causes, hein, et là, généralement, les gens, bon, si on leur donne l'occasion, vont s'ouvrir et vous allez repérer effectivement des types de causes. Après, bon, vous allez quand même voir dans la façon dont les gens s'absentent, voilà, des profils possibles. Par exemple, l'insouciant, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à se réveiller le samedi matin ou le lundi matin. Et donc, pour le coup, vous allez avoir des absences de week-end, peut-être. Vous aurez chez le désinvolte des gens qui organisent plus leurs congés payés ou leur RTT. Donc, il va y avoir parfois des cas où vous avez des gens enfin, des absences maladie accolées à des congés payés. Le rebelle, c'est plus quelqu'un qui va, derrière un moment difficile au travail, derrière une relation difficile au travail, parfois poser une absence. Alors, j'ai une question de Fatima. Alors, si la RH intervient dans les entretiens de management lorsque le salarié est absent de manière répétée, est-ce que cela est mal vu? Alors, je ne sais pas comment la RH est vue chez vous, mais je dirais dans 2 tiers des entreprises que je rencontre, la RH, elle n'est pas nécessairement, si vous voulez, le meilleur. Enfin, elle n'a pas une image toujours aussi positive qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on s'attend des RH, on parle de sanctions, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de rémunération, mais on parle rarement, si vous voulez, d'écoute, de communication, de soutien. Donc, je ne suis pas sûr que les RH aient toujours effectivement un rôle, comment dire, pertinent dans les entretiens. Alors, là aussi, j'invite à ce que ces entretiens soient assez confidentiels. C'est mieux que ce soit le manager et le manager de proximité seul qui mènent ces entretiens. Euh, ah oui, alors dans mon livre, oui, il y a des idées d'action. Il y a même d'ailleurs, enfin, et là vous pouvez me le demander sur le site, il y a un guide qui est tiré de ce livre qui s'appelle le guide du management de l'absentéisme. Donc voilà, vous pouvez me faire la demande sans difficulté. Et je vous enverrai le petit extrait. Bien, il est 15h38. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite voilà, éventuellement à suivre d'autres thèmes. Il y a d'autres thèmes qui sont prévus dans les mois qui viennent. Et puis, je vous souhaite bon courage dans votre action, surtout, encore une fois. C'est un sujet important, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les présents. Donc, surtout, agissez. Merci bien.